Salut les troisièmes. Donc, je reviens vers vous pour la synthèse sur ce chapitre 5, je crois, le 4 ou le 5, je ne sais plus, consacré à la poésie. Donc, je vous ai fourni le PDF et le fichier ODT sur Pronote. J'espère que vous le trouverez pour que vous recopiez proprement, soigneusement, ce bilan sur votre cahier. Vous ne l'imprimez pas, c'est interdit. Je veux que vous écriviez avec vos gentilles petites mains, vos jolis petits doigts, et que vous fassiez ça proprement sur le cahier. Je vérifierai quand on se reverra si on n'est pas tous transformés en zombies covidés. Alors, le chapitre sur la poésie, synthèse. Nous avons commencé la poésie avec le célèbre Arthur Rimbaud. On est dans la seconde moitié du 19e siècle. C'était avec le Dormeur du Val, sans doute la poésie une des plus célèbres de la littérature française, le Dormeur du Val. Qu'est-ce que je vous ai dit d'important sur ce poème? Pourquoi je l'ai étudié? Je l'ai étudié d'abord parce que c'est un monument de la littérature française, culture générale, faut que vous le connaissiez, voilà, le Dormeur du Val, Arthur Rimbaud. Après, je l'ai également étudié pour vous montrer ce que c'était la poésie que j'appelle classique, la poésie traditionnelle. Le Dormeur du Val, c'était un sonnet versifié, rimé, qui laissait une grande part à la description de la nature, à l'expression d'émotions. Donc ce sont vraiment les fonctions fondamentales de la poésie classique ou traditionnelle, l'expression des émotions, qu'on a déjà vu avec Roméo et Juliette et après, qu'on appelle le lyrisme, l'expression d'émotions personnelles, qui est souvent, l'expression de ces émotions est souvent associée en fait à un paysage naturel. Donc c'est vraiment le classique de la poésie. Du coup, ça nous a permis également de poser les fonctions de la poésie, la fonction de beau, la fonction de l'émotion bien sûr, et fabriquer du beau. Fabriquer, enfin entre guillemets, c'est pas très élégant comme verbe. Et ce qui nous a poussé à nous poser la question du beau. Qu'est-ce que le beau? Le beau subjectif est dans l'œil du regardant, mais il y a aussi des règles objectives sur le beau. Je n'y reviens pas, c'est dans votre cahier si ça vous a intéressé. Moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la thématique de l'esthétique, c'est-à-dire le questionnement sur qu'est-ce que le beau. Ça, c'était le premier document. Le deuxième document était un second poème d'Arthur Rimbaud, écrit quelques mois après Le Dormeur du Val, un poème qui, selon les versions, est intitulé rien du tout, ou intitulé Rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un wagon rose avec des coussins bleus, etc. Pourquoi ce poème? Mais d'abord parce que je l'aime bien. Il est sympa, ce poème, il est drôle, il est coquin, il est amusant. C'est vraiment une belle petite œuvre, petite au sens courte, puisque c'est un sonnet, mais c'est une belle œuvre. Je trouve, voilà... 150 ans plus tard, maintenant, elle amuse toujours. Moi, elle m'éclate. Et puis vous, je n'ai pas l'impression que vous soyez trop ennuyé en étudiant, voilà, Rêver pour l'hiver. Donc, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez de ce poème? D'abord, dans ce poème, Rêver pour l'hiver, Arthur Rimbaud prend la liberté. Déjà, Arthur Rimbaud commence la révolution poétique, il commence les changements. Vous vous souvenez que ce chapitre-là, je l'ai commencé sur la base du 19e siècle, le siècle des révolutions, révolution politique, révolution technique, révolution religieuse, révolution artistique. Là, Arthur Rimbaud, c'est le révolutionnaire de la poésie. Il va transformer la poésie française. Il commence là. Donc, il utilise des vers non pas libres, mais il utilise des vers irréguliers. Donc, alexandrin 8 syllabes, alexandrin 6 syllabes. Voilà, il alterne, il s'amuse, il prend des libertés. C'est également un poème avec des mots extrêmement simples, avec ce langage un peu enfantin. C'est un poème oral, on dirait une conversation, une sorte de monologue. Donc ça, c'est pas courant dans la poésie. Je regarde un peu mes notes, je triche. Oui, et puis bon, c'est aussi un texte qui prend des libertés avec la thématique. On a parlé, c'est le deuxième tiré, c'est le registre érotique. Et je vous ai dit qu'à son époque, je n'y étais pas, même si je suis vieux, mais je pense que pas mal de personnes auraient été scandalisées si ce poème-là avait été publié dans les journaux de l'époque et aurait traité Arthur Rimbaud de pornographe. Voilà. Donc, on met Rimbaud de côté, qui avait vraiment initié cette révolution poétique. Pour plonger dans un document 3, c'était un peu la surprise, c'était les haïkus, dans des poèmes, courts poèmes japonais qui sont censés capturer l'éphémère. Pourquoi je vous ai embêté avec les haïkus? Je reviens à mon idée de révolution au 19e siècle, révolution technique, développement des moyens de transport. Donc vraiment, les cultures mondiales se rencontrent et s'influencent les unes les autres. Et donc nous, en Europe, nous voyons arriver tout un tas de formes artistiques dans
tous les arts, hein, que nous ne connaissions que très peu. Et donc du coup, cela vient, si vous voulez, irriguer la production artistique française. En littérature, vous avez l'arrivée, par exemple, des haïkus. J'ai pas énormément de choses à vous dire sur les haïkus, sinon répéter ce que je vous ai dit, l'information fondamentale, pour moi, qui est même vitale, au-delà de ce cours-là, de l'anecdotique, des haïkus, voilà, c'est de la culture, c'est des poèmes courts, etc. Bon. Dans les haïkus, nous entraînent à aiguiser notre regard sur le monde et sur la réalité quotidienne à côté de laquelle on passe sans plus faire attention. Et ça peut être assez dangereux, car je pense que dans énormément de moments, énormément de situations, dans un coin de ciel bleu, dans un coin de verdure, dans un oiseau qui passe, dans, je sais pas moi, le regard de quelqu'un qu'on aime, dans plein de moments quotidiens, si vous arrivez à aiguiser votre regard, vous pouvez cueillir comme ça des petites gouttes de miel que vous allez placer dans la potion amère qui est parfois un peu la vie. Et les haïkus nous entraînent, moi je trouve, à faire ça. Ils font cela. Et c'est une fonction presque thérapeutique de la littérature. C'est-à-dire la littérature nous soigne, hein, nous soigne pour mieux vivre. Voilà. On passe au document 4, car on est déjà à 6 minutes 20. Le document 4, c'était un peu une surprise. Aussi, c'était Henri Michaud, Le Grand Combat. Donc la poésie, la révolution, quelque part, est pas achevée, mais elle est totale. Libéré du vers, nous sommes avec des... Enfin, libéré du vers, pas exactement, Michaud utilise des vers libres, libéré de la rime, libéré aussi du dictionnaire, puisqu'il invente beaucoup de mots, des néologismes, libéré du sens, quelque part, puisque le sens du texte, notamment dans sa seconde partie, est extrêmement flou. Et donc on a vraiment, voilà, on a cheminé étape par étape vers une révolution de ce qu'est la poésie. On partait d'Arthur Rimbaud, poésie classique traditionnelle, la nature, le lyrisme, l'expression des émotions, le vers, l'alexandrin, la strophe, etc. Et là, Michaud, truc qui nous explose un peu au visage. C'était pas gratuit, hein, même si Michaud, lui, pour le coup, était un consommateur de substances. Voilà. Michaud nous propose une réflexion sur le langage, sur pourquoi le langage fait sens. Hein, pourquoi le langage fait sens? J'ai utilisé l'exemple des Schtroumpfs. Donc bref, le langage fait sens grâce aux sonorités et grâce au contexte. Le document 5, oui, le document 5, Francis Ponge, c'était le plus compliqué. Francis Ponge, donc poète français, 20e, auteur du Parti pris des choses. Là, la révolution poétique est achevée, c'est-à-dire qu'on a fait un cercle complet. C'est-à-dire que la poésie a complètement été transformée. Francis Ponge s'est libéré du vers, Francis Ponge s'est libéré des thématiques traditionnelles de la poésie, Francis Ponge écrit en prose, Francis Ponge écrit sur des objets du quotidien, mais Francis Ponge, la révolution est complète, il va réutiliser quand même, ma foi, la thématique de la nature, il va réutiliser les comparaisons, il va réutiliser les métaphores, il va réutiliser un langage parfois soutenu, voire un langage scientifique, hein. Donc on a... Voilà, la révolution poétique est achevée et il nous propose également une réflexion sur le langage, une réflexion qui est assez difficile à saisir, qui est, vous vous souvenez, c'est Francis Ponge qui nous propose de poser un regard nouveau sur le réel. Oublier à la façon d'un enfant ou à la façon d'un extraterrestre, oublier ce que sont les objets pour nous et en fait les regarder comme si nous les voyions pour la toute première fois, en oubliant ce rapport d'utilité que nous avons avec les objets. Alors je sais, ça a l'air un peu perché comme ça, mais je trouve que c'est également, comme ça, renouveler le regard qu'on a sur la réalité. C'est aussi une façon de trouver en fait des petites gouttes de miel à placer dans la potion amère parfois de l'existence. Voilà, les enfants. Bon, je vous embête pas plus, j'arrive à 10 minutes, c'est déjà assez long comme ça. Recopiez-moi cette synthèse proprement dans le cahier. Je reviendrai vers vous pour Des souris et des hommes. Oui, j'ai pas oublié. Je vais vous mettre ça dans Pronote pour vous guider un petit peu dans le début de la lecture de Des souris et des hommes, qui est un roman court, hein, comme je vous l'ai dit, simple, dont vous n'avez pas vraiment besoin de modène, mais quand même, je reviendrai vers vous pour vous aider un petit peu et vous rappeler qu'il faut le lire, n'est-ce pas?
Allez, prenez soin de vous les enfants. Ciao, bonnes vacances.